On commence? Super. Bon, ben bonjour, bienvenue, merci d'être venus aussi nombreux. On n'attendait pas autant de personnes, donc c'est génial. Ça veut dire que le chamanisme commence à, on commence à en parler, donc ça c'est une très bonne chose parce que c'est un de mes objectifs, c'est de faire en sorte que le chamanisme soit pas une particularité mais une normalité. On va expliquer pourquoi après. Donc, bienvenue dans ce week-end chamanique, puisqu'il y a la conférence ce soir, il y a la cérémonie demain. Donc, voilà. D'où la présence de Jacqueline, qui est mon épouse, mais qui est aussi assistante dans les cérémonies. Voilà. Je remercie aussi Sébastien et Anaïs qui m'ont invité dans votre beau pays, la Bretagne. Merci à eux d'avoir tout organisé, bravo. Merci à la mairie de Saint-Alban parce qu'ils nous ont fourni la salle. Pour, voilà, généralement, quand on parle de chamanisme, qu'on veut louer une salle, c'est toujours un peu problématique, mais bon, voilà, ça passe bien ici. Donc, tant mieux, profitez-en. C'est pas de partout pareil. Voilà, donc, bon, à l'origine, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, dans la présentation, je pense pas. Euh, Donc, à l'origine de cette conférence, c'était pour présenter mon livre. Donc, on en parlera, mais je veux pas que ce soit la chose la plus importante. Je veux que ce soit beaucoup plus large que ça dans ma conférence. Je reprendrai des éléments du livre, mais pas tout, parce que sinon, ça vaut plus après, c'est pas la peine que vous l'achetiez, donc. Mais je voudrais peut-être aller plus loin, parce qu'il y a des choses dans les bouquins, on peut pas dire, hein, voilà. Peut-être qu'on peut aller plus loin. Donc ça va dépendre de vous aussi, parce que j'aimerais que ce soit interactif. C'est-à-dire que n'hésitez pas à me couper. Il y a un micro là-bas, hein. Vous pouvez le faire passer, qui est juste devant. C'est discret et ça permet de se détendre. Voilà. Vous lui parlez comme ça et la question arrivera. Peut-être qu'il vous fera un bisou. Peut-être. Donc voilà, que ce soit le plus interactif possible pour que, vous savez, dans le groupe, il y a toujours un inconscient collectif et du coup, c'est important d'aller chercher ce pourquoi ce groupe s'est réuni ce soir et voilà ce qui est important pour vous. En tout cas, moi, ce qui est important pour moi de vous amener aujourd'hui, c'est là que je prends ma petite fiche, euh, c'est de redonner au chamanisme ses lettres de noblesse. Pour moi, c'est très important parce que je pense, et je l'espère en tout cas, que ça va faire partie euh, des outils dont on va avoir besoin, qu'on a déjà besoin, mais qu'on va avoir besoin de plus en plus au fur et à mesure que cette société avance vers une certaine direction. On reparlera si vous voulez. Moi, je voulais, bon, après je parle de mon livre, je voulais un livre à la fois simple et ouvert, euh, mais un livre complet, parce que généralement, les livres sur le chamanisme sont, bon, soit la personne raconte son initiation, soit elle essaye de, d'expliquer ce qu'est le chamanisme. Bon, moi, j'ai essayé de faire les deux dans mon livre. Et puis, bon, avec d'autres choses dont on va parler dans la conférence. Et puis aussi, toute une annexe où il y a des gens qui ont témoigné et qui voilà, ça vous permet de comprendre comment le chamanisme agit dans les soins, hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, expliquer une initiation, ça va être compliqué parce que c'est un truc plus à vivre qu'expliquer, mais bon. Expliquer pourquoi dans un futur proche nous aurons besoin du chamanisme, ça j'en ai déjà parlé. Expliquer pourquoi le chamanisme est moderne et que voilà. Expliquer les processus de guérison dans le chamanisme. Insérer le chamanisme dans la médecine intégrative. Qui c'est qui connaît la médecine intégrative? Personne, ben c'est super, on va expliquer tout ça. Parce que c'est normal que vous ne connaissiez pas, parce qu'en France, eh ben, on ne met pas ça en avant.
Donc, vous voyez, on va essayer d'aller, petit à petit, on va aller un peu plus loin, un peu dans, bon, je serai un peu critique par rapport à certaines choses, mais bon, si ça vous dérange, vous me le dites. Toujours pareil, hein. Et puis, je vous expliquerai quelque chose qui est important pour moi, c'est l'éco-spiritualité. Bon, l'écologie, c'est une chose, on en a besoin, c'est super, mais il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on aille dans l'éco-spiritualité et je vous expliquerai ce que j'entends par là. Voilà. Je m'aperçois que je ne me suis pas présenté. Bon, moi je suis Jean-Paul Fargier, donc ça fait 25 ans que je travaille en cabinet. J'ai commencé par être psychothérapeute. Euh, Après, j'ai un peu travaillé dans le psychocorporel. Après, j'ai travaillé dans des médecines énergétiques. J'ai fait 4 ans de médecine chinoise. J'ai fait du Reiki. Enfin, je fais plein de trucs en énergétique. Et puis, voilà, le fait d'aller en Chine pour la médecine chinoise, ça m'a donné envie d'aller voir un peu toutes ces médecines autour du monde. Et voilà, avec Jacqueline, on a commencé un petit tour du monde des médecines alternatives. Et puis, on a surtout rencontré le chamanisme. Les zones médecine ouais, chez les Amérindiens. Donc, ce qui fait que, bon, voilà, je peux parler sur un chamanisme, comment on va dire, euh, mondial. Enfin, voilà, il y a une partie du chamanisme qui est similaire dans chaque partie de ce globe, hein. Donc, on peut parler de tout ça. Mais c'est en allant en Mongolie où j'ai vraiment, voilà, donc première cérémonie, je suis rentré en transe et voilà, je savais plus où j'habitais. Et du coup, bon, c'est là que j'ai été reconnu chaman et que j'ai été initié. Donc c'est pour ça qu'on vous a essayé de vous faire une petite, voilà, une petite déco Mongolie, parce que voilà, souvent on ne connaît pas trop ce pays, qui est un pays nomade, euh, dont l'essentiel de la vie est dans leur façon de vivre. Et bon, voilà, on apprend beaucoup de choses rien qu'en visitant ce pays. Voilà. Redonner au chamanisme, tu veux rajouter quelque chose? Oui, quand on était en Équateur, au Pérou, au Mexique, chez les Mentawai, chez les Maasai, à chaque fois les hommes médecines, les chamans voulaient le garder. Et puis ils disaient pourquoi? Mais pourquoi? Non, 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 non. Et en fait, c'est en Mongolie que ça s'est passé où il est rentré en France. Et là, donc, c'est pour ça que ça s'est passé en Mongolie et qu'on retourne tous les ans en Mongolie pour poursuivre toujours cette initiation. Parce que l'initiation ne se terminera jamais, en fait. Tous les ans, on apprend, tous les ans, il y a de nouvelles cérémonies. Voilà. Donc, Ça fait près de 10 ans qu'on va en Mongolie tous les ans, sauf les années de Covid, évidemment. Voilà. Bon. Donc, redonner, bon, si vous voulez intervenir, je répète, intervenez. Anaïs, Sébastien, tu peux abonder dans ce que je dis. Surtout ne pas me contredire. Anaïs, pareil. Donc, redonner au chamanisme tout son sérieux pour qu'il devienne incontournable dans le débat public. Moi, je me rends compte quand je lis des articles scientifiques sur la médecine quantique, je me rends compte qu'ils sont en train de raconter exactement les choses que les chamans disaient avec d'autres mots, évidemment, depuis des millénaires. Donc c'est bien beau de ne pas croire en chamanisme, on a pris un peu de retard, mais c'est bien, au moins les choses se rassemblent. Et quand les scientifiques disent qu'une particule peut être à deux endroits en même temps, eh bien c'est ce que disent les chamans, ils disent il y a plusieurs mondes. Voilà. Et, et du coup, on peut être pris au sérieux parce que vraiment, les scientifiques quantiques, ils sont en train de découvrir tout ça et ils sont en train de le prouver. Chose que nous, en tant que chamans, ne pouvons pas prouver, évidemment. Et donc, cette notion de plusieurs mondes,
est vraiment primordial pour l'information qu'on doit donner au monde. C'est-à-dire que nous, surtout dans notre Occident, évidemment, on voit et on pense qu'il n'y a qu'un monde, c'est le monde matériel, celui où là, on est ensemble, on se voit, on se touche. C'est le seul monde qui existe aux yeux des Occidentaux. Mais il y a plusieurs mondes. Le monde qu'on ne voit pas, voilà. Je donnerai un exemple. Et il y a aussi, par exemple, le monde de la mort. Donc, effectivement, en Occident, on en reparlera plus tard dans la conférence, mais le monde de la mort est quelque chose qui n'est pas différent de notre monde à nous. Les ancêtres sont, je suis sûr qu'ici, ils ont entendu parler de chamanisme, ils sont présents, les ancêtres. Donc, on verra après qu'ils peuvent avoir une, une influence sur notre vie. Merci, t'es une bonne souffleuse. Une influence sur notre vie et c'est vachement important à prendre en compte. On verra plus tard ce qu'ils peuvent nous apporter les ancêtres. Mais même dans cette vie que nous vivons aujourd'hui, dans le monde non visible, il se passe des choses, des interactions. Par exemple, quand vous dites du mal de votre voisin, eh ben, vous envoyez on parle de mauvaises énergies, mais c'est des choses qui existent dans le monde non visible, ça. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça produit dans le monde non visible, tous les, les réseaux sociaux où il y a beaucoup de négativité, beaucoup d'agressivité, beaucoup de... Voilà. Donc ça a un impact sur notre vie de tous les jours. On est en train de se pourrir la vie avec ça. Excusez-moi, hein, si je suis trop... vous me le dites, hein, parce qu'on noircit notre monde visible. Hein, les chamans mongols appellent ça la langue noire, quand on critique les autres. Et eux, ils pensent qu'il y a des dégagements qui sont, pas des dégagements, des extractions, enfin des soins qui sont faits pour justement nettoyer cette langue noire, hein, qui, lorsqu'elle est faite puissamment, peut avoir des impacts importants. Donc, c'est tout ça pour vous dire qu'un monde qui pense qu'il n'y a que le monde visible qui existe, eh bien, on n'est pas dans la vérité. Enfin, dans ma façon de voir les choses. Et on ne voit que la moitié de ce qui est vrai. Et du coup, ben, c'est pas étonnant que notre société va plutôt dans le mur qu'elle ne s'épanouit, hein, en ce moment. Parce que c'est comme si on crée un monde avec la moitié de celui-ci. C'est pas possible, quoi, hein. Il faut vraiment que les gens comprennent qu'il y a des choses dans le non visible et qu'il va falloir en prendre conscience et que le chamanisme est là pour ça parce qu'il a une manière d'entrer, on en parlera si vous le souhaitez, d'entrer dans ces différents mondes. C'est d'ailleurs le principe du chaman, il est là pour ça. Et c'est en ce sens-là que les chamans vont être importants parce que ce sont les seuls, enfin les seuls, non pas les seuls, mais ce sont des gens qui sont capables d'aller voir dans les mondes non visibles et de éventuellement prévoir ce qui va se passer. Et bon, c'est pour ça qu'on fait des conférences. Bon, c'est vrai, c'est aussi pour vendre mon livre, mais bon, la chose la plus importante, c'est vraiment alerter. Il y a urgence pour moi de prendre conscience de tout ça et d'arrêter notre folie, hein, enfin, sur certains points en tout cas. Il y a des questions à ce niveau-là de la présentation? Vous me dites hein, si...
transmet le flambeau. C'est vrai que c'est un peu stressant. Je pense que j'en ai pas besoin. Non, non, on est entre amis ici. Non, je suis désolée, c'est un peu une question bête, mais Non, il n'y a pas de question bête. ouais, c'est un micro, mais peut-être je parle pas. Qu'est-ce qu'on, enfin, qu'est-ce qu'on entend par chamanisme? En fait, bon, nous, on est venu là un peu D'accord. comme ça, mais finalement, je sais même pas si je devais expliquer. Je crois que je sais pas ce que je Je vais dirais en essayer fait. de vous l'expliquer. Je connais pas tout, mais je connais un peu certaines choses. Ben justement, on va partir de la figure du chaman. Si vous voulez bien, c'est plus facile pour moi d'expliquer. Le chaman, c'est l'intercesseur entre le monde non visible et le monde visible. Voilà. Et dans ces mondes non visibles, il va pouvoir avoir des visions, euh, connaître justement ce qu'on appelle des prophéties, pardon, qui permettent de voir où nous allons, où va le monde, et en fait vérifier si nos actions sont en cohérence avec vers où va le monde. C'est ce que faisaient les Amérindiens depuis des millénaires. Et du coup, ils s'adaptaient à cette façon de faire. Euh, Si on veut comprendre le chaman, ce que fait le chaman, il faut remonter des millénaires en avant, hein, où c'était, par exemple, par les chasseurs-cueilleurs. Ils s'en remettaient au chaman pour trouver les, les, les endroits pour trouver le gibier et puis se nourrir. Voilà. Oui. Ce qui vient de dire, c'est que le chaman a la faculté de se mettre en conscience modifiée. C'est-à-dire quand on rêve, par exemple, on va être en conscience modifiée. Il y a plusieurs stades dans les rêves. Mais il va voyager dans le monde non visible. Et il va aller chercher des informations. Voilà, pour soigner, pour voilà, chercher du bétail, une vache qui a été perdue, par exemple, hop, il va rentrer en conscience modifiée et il va visualiser l'animal où il se trouve. Et on va pouvoir aller chercher. Voilà. C'est quelqu'un qui voyage dans ce monde, qui fait des va-et-vient. On reparlera peut-être Oui. un peu de la manière dont on va dans ces mondes non visibles. Mais ce qu'on y trouve dans le monde non visible, c'est aussi des alliés. Alors, ce qu'on appelle des alliés de pouvoir qui vont donner du pouvoir au chaman. Alors, ce mot pouvoir en Occident est un peu. Je préfère le remplacer par puissance, si vous voulez bien. Parce que le pouvoir, c'est le pouvoir de. C'est pas le pouvoir sur l'autre, c'est son propre pouvoir qu'on met au service. Hein, donc mais bon, le chaman, en tant que chaman, je suis devant vous, je suis pas meilleur ni moins bien que vous, je suis pareil que vous. Sauf que lorsque je rentre dans ces mondes-là, j'ai des alliés de pouvoir qui travaillent à travers moi, qui vont me permettre de faire du travail que je ne pourrais pas faire moi tout seul. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on y trouve encore dans ces mondes non visibles? On y trouve des informations, notamment des informations pour si la personne vient consulter pour une problématique. Là, on va pouvoir avoir des informations sur le travail à faire, ce qu'il faut faire, d'où ça vient, remonter à la source, ce qu'on fait rarement en Occident, c'est-à-dire qu'on soigne plutôt les symptômes. Et le chaman, mais d'autres médecines le font aussi, hein, vont chercher plus la cause et des choses qui fait que du coup la maladie ne reviendra pas sous une autre forme, parce que ça arrive aussi ça. Hein. Qu'est-ce qu'on trouve dans les mondes non visibles? On retrouve ses ancêtres ou les ancêtres de nos clients voilà, parce que souvent on verra plus tard que certains ancêtres peuvent créer des choses négatives dans notre vie, donc le chaman est là pour transformer tout ça, aller directement à la rencontre des ancêtres, ce qui est différent de la psychogénéalogie où on va travailler avec comment dire, on va travailler, ils ont des outils pour travailler et ils vont travailler en remettant à la conscience les choses, du coup ça transforme. Et comment ils font des actes symboliques. En chamanisme, on va directement voir
l'ancêtre qui est en cause et on négocie avec lui. Voilà. Bah, du coup, Ah ouais, tout le monde y aura droit. mais ça rejoint un peu la question que je me posais, c'est quand vous parlez d'alliés de pouvoir, du coup, c'est des personnes qui ont été vivantes, c'est des entités, Une c'est très bonne des choses qui question. ont été humaines, animales, ou c'est vraiment des entités à part d'un autre monde? Tout ça à la fois. D'accord, ok. Euh, euh, oui, donc il peut y avoir des alliés de pouvoir qui sont des animaux, mais alors sont des animaux, mais c'est des animaux, euh, comment, euh, des animaux. Soufflez-moi. Hein? Ouais, voilà, c'est pas des vrais animaux, hein, c'est pas des vrais animaux, c'est des. Quand nous sommes dans le ventre de notre mère, hein, quand ton enfant était dans ton ventre, et les scientifiques ils disent ça, toi tu dois connaître, les enfants vivent tous les, les étapes, mais c'est pas que des étapes, c'est tous les règnes. Le règne végétal, le règne minéral et le règne animal. Et peut-être que ces animaux-là viennent de là, j'en sais rien. Moi, je connais pas tout, mais je sais que par expérience, lorsqu'on contacte ces animaux-là, eh ben, il y a de la puissance qui vient avec. Voilà. Ça peut être des ancêtres, effectivement, qui acceptent de travailler avec nous. Ça, c'est beaucoup le chamanisme mongol, hein, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec des ancêtres qui datent de plusieurs centaines d'années, même certains qui datent de Gengis Khan. Donc, voilà, en fait, c'est les esprits qui décident à un moment donné, j'ai envie de travailler avec toi. En tout cas, en Mongolie, c'est comme ça, hein. C'est les esprits qui choisissent qui va. C'est ces esprits qui choisissent le chaman. Donc, du coup, déjà, c'est un peu compliqué de s'auto-proclamer chaman, puisque du coup, c'est les esprits qui choisissent. Et du coup, en Mongolie, quand un esprit ancêtre a décidé de travailler avec un chaman, eh bien, le futur chaman n'a plus n'a plus aucune possibilité de refuser. Parce il y a une sorte de harcèlement qui se produit de l'esprit qui fait que soit il tombe malade, soit il perd son troupeau, soit il y a même des gens de sa famille qui meurent. La personne qui m'a initié, qui est un grand chaman mongol, il était atteint d'un cancer de l'estomac. Et il était à l'article de sa mort, parce qu'en plus, c'était juste à la sortie de. Vous savez que la Mongolie a été envahie par les soviétiques. Et c'était à la sortie, juste après la perestroïka, où ils sont partis un peu en vitesse, hein, de la Mongolie. Et lui, il se trouvait qu'il était communiste. Et du coup, il ne voulait pas travailler dans le chamanisme. Parce que communisme et chamanisme, ça n'allait pas ensemble. Puisque les communistes ont quand même beaucoup tué de chamans, et de bouddhistes aussi d'ailleurs. Et donc lui, il était là-dedans, mais il a été obligé d'accepter son ancêtre esprit. Et à partir du moment où il l'a accepté, eh ben, il a commencé à guérir de son cancer. Donc tout doucement, hein, ça se fait doucement, mais voilà. Donc tout ça pour expliquer que bah, en Mongolie, hein, moi je ne suis pas dans ce cas-là, mais en Mongolie, les chamans n'ont pas le choix. Non seulement, et quand on annonce à une personne mongole qui va devenir chaman, c'est pas la fête, hein, parce qu'il y a vraiment. Après, il faut se mettre au service, quoi, hein, bon, alors je travaille plus avec la personne qui m'a initié, je travaille avec une autre personne qui est une femme, et bon, elle a toujours son portable allumé H24 et elle est au service des gens, et voilà, c'est comme ça que ça se passe, et voilà. Donc il peut y avoir des ancêtres. Alors, vous comprenez bien que moi, j'ai pas d'ancêtre mongol, donc c'est pas un ancêtre. Et pour me concernant, c'est l'esprit de la nature. Voilà.
Donc on peut aussi avoir l'esprit de la nature. Les Mongols disent que c'est un des esprits les plus puissants, puisqu'il y a à la fois les animaux, il y a à la fois l'eau, l'air, la terre, tout est dans cet esprit de la nature. Voilà, c'est tous des esprits qui sont là. Et puis aussi les esprits de la lignée, c'est-à-dire que moi je fais partie d'une lignée d'Arat, et l'avantage de cette lignée, c'est qu'il n'y a pas eu d'interruption, c'est-à-dire que de maître à disciple, ça s'est toujours continué, tout simplement parce qu'ils ont fait des rituels cachés, parce que bon, la Mongolie c'est quand même grand, hein. Donc ils ont pu se cacher. En plus, c'est une lignée qui est au nord de la Mongolie où il y a rien, quoi. Et du coup, ils ont pu se cacher et ne pas être, voilà, on va dire, tués, assassinés par les soviétiques. Voilà. Donc, ce qui fait que depuis Gengis Khan, parce qu'en Mongolie, tout vient de Gengis Khan, hein, c'est une sorte c'est leur dieu, hein. Enfin, voilà. Et depuis Gengis Khan jusqu'à moi, il n'y a pas eu d'interruption dans la façon, dans la transmission du chamanisme. Voilà. C'était quoi la question de départ? Je voulais savoir si c'était des entités, entre guillemets, qu'on pourrait nommer sur nos terres, animales, des ancêtres ou quoi, ou ça pouvait être des entités vraiment d'un autre monde, qu'on rien Oui, d'une forme qu'on puisse connaître d'une manière ou d'une autre, quoi. De plus en plus, parce que je fais aussi des formations, de plus en plus, je me rends compte que les gens ont des esprits qui viennent d'autres planètes. Ça arrive de plus en plus souvent, ça. Voilà. Donc, J'avais une question complémentaire, excusez-moi du coup, mais monopoliser la... ah, tu l'aimes bien, hein? Oui, je crois que je m'habitue maintenant. Je vais la garder avec moi. Mais oui, ce que je voulais vous dire, c'est que est-ce qu'on peut être, par exemple, appelé au chamanisme, mais que ce soit par exemple des forces obscures? Bien sûr que c'est possible. Donc Et on c'est devient là chaman sans avoir le choix, avec une entité ou une force qui est pas là pour le bien en fait. Ça, c'est possible. C'est là qu'il faut faire attention. Après, si tu veux travailler dans le noir, Parce que donc voilà, c'est le futur chaman qui peut appeler ça, ou c'est parce que c'est vous qui disiez que en fait le chaman est appelé sans avoir rien demandé? tout ça est juste en même temps. Mais effectivement, on peut être. Alors c'est souvent, hein, mais c'est pas que. C'est souvent des ancêtres qui ont travaillé dans la magie noire, qui veulent nous imposer ça. Okay. Donc, et là, il faut être très vigilant. Après, voilà, il faut savoir ce qu'on veut, si on veut travailler dans le blanc ou dans le noir. À partir du moment où on veut travailler dans le blanc, il faut être très vigilant à ça. Et le chaman initiateur est là pour ça, pour éviter ce genre de déconvenus, quoi. Et s'il y a des ancêtres qui ont travaillé dans le noir, eh bien, il faut aller négocier avec eux et essayer de les transformer. Parce que, en fait, ce sont des ancêtres qui sont très puissants. Donc, si on arrive, et ça c'est très mongol aussi, si on arrive à les transformer pour travailler avec nous dans le blanc, on a tout gagné. Mais c'est un sacré job, hein. Il faut être accompagné pour ça. D'autres questions? Ça répond? Je le garde juste avec moi. Ça répond à la question? Oui. D'accord, merci. Donc donc effectivement, donc c'est bien d'être. Alors pour moi, il y a deux sortes de chamanisme. Il y a le chamanisme amérindien où on peut. Enfin, je vois ça les choses comme ça, hein. Après, j'ai pas la science infuse, mais je vois ça comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut voyager vers ces esprits. On peut les avoir à côté de nous, travailler avec. Voilà, ça c'est le chamanisme amérindien. Et le chamanisme mongol mongol et sibérien, toute l'Asie centrale, là, travaille avec les esprits qui rentrent à l'intérieur du corps. Donc c'est ce qui produit la transe. Voilà, donc deux manières de travailler avec les esprits, hein. Donc moi j'utilise et puis
Sébastien et Anaïs utilisent cette forme de chamanisme où ils font rentrer leur esprit dans leur corps et à partir de ce moment-là, bah, c'est plus Sébastien, c'est plus Anaïs, c'est plus Jean-Paul qui travaille, c'est l'esprit qui travaille à travers nous. Et ça donne des choses plus puissantes que si c'était nous qui le faisions. Parce que moi, avant, je travaillais aussi en énergétique. Bon, ça donnait pas la puissance que peut donner un esprit qui travaille à travers vous. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, oui, donc pour justement arriver à cet état de conscience modifiée ou des choses. En fait, qu'est-ce qui se passe dans l'état modifié de conscience? C'est que nous, on s'élève et puis les esprits essayent de descendre. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses vont se rencontrer. Voilà. Et c'est ça qu'on essaye de faire dans ce qu'on appelle entrer en conscience modifiée, c'est essayer d'aller le plus loin possible dans le monde non visible, tout en sachant que les esprits vont nous aider et vont essayer de rentrer dans notre monde à nous. Hein, faut vraiment comprendre ça, c'est que tous les mondes sont vraiment interconnectés et que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Hein. Et à un moment donné, effectivement, il y a quelque chose qui fusionne. Et ça, cet état de conscience modifié dans le chamanisme mongol se fait avec le tambour. Ça se fait aussi avec le tambour dans le chamanisme amérindien et dans le chamanisme sud-américain. Ça se fait avec les plantes sacrées, ayahuasca, des choses comme ça, tabac. Donc voilà, il y a plusieurs manières d'utiliser cet outil de conscience modifiée, mais le but est le même. C'est à un moment donné que ces deux mondes se rencontrent et que on puisse rencontrer un esprit. Voilà. C'est ça, hein? Vous verrez ajouter quelque chose par rapport à votre expérience. L'étape d'apprentissage, une fois que tu embarques ton esprit, que tu embarques toi, tu progresses. C'est comme un fil avec moi, c'est pas forcément facile. Oui. Oui. Une expérience d'une personne que j'ai en formation qui bon, dès les débuts de la formation a eu son esprit. Bon, ça, on n'est pas tous égaux là-dedans. Hein. Il y en a qui ont fait des choses avant qui permettent que ce soit plus libre ou que ce soit plus ouvert. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand l'esprit rentre, ça peut être très violent. Et c'est marrant, je l'accompagnais à ce moment-là. Je voyais un gros bonhomme, je dis, mais ça va jamais rentrer. Et du coup, plus les choses sont difficiles, et plus le corps rentre en abréaction. Mais bon, c'est les premières fois, après ça glisse. Mais voilà, et après il faut travailler. Hein. C'est un art finalement. Hein. Et plus on travaille, et plus l'esprit rentre facilement, et plus en plus l'équipage, c'est comme un ami. Hein. L'équipage avec cet esprit va se renforcer, et du coup vous allez pouvoir faire du travail plus puissant. Tout à l'heure, Mathieu, il a parlé d'identité. Est-ce que tu peux redéfinir dans les codes du chamanisme mongol ces différences entre entité, esprit? D'accord. Alors une entité, c'est quelque chose de bien particulier dans le chamanisme. À peu près tous les chamanismes, c'est vrai qu'après on entre dans des noms qui sont particuliers et que parfois on n'utilise pas les mêmes noms pour chaque chose, mais en tout cas dans ma manière de voir les choses et dans la manière de voir le chamanisme mongol, une entité, c'est une personne, c'est plus allumé là, hein, ça pose un problème? Non. Une entité, c'est une personne qui est morte et qui n'a pas pu aller dans le monde des morts pour X raisons. Hein. Soit elle est morte violemment, soit elle a eu un accident, soit elle s'est suicidée. Excusez-moi, c'est moi mon téléphone.
soit elle n'a pas eu le temps de faire ce qu'elle avait besoin de faire, et du coup, elle reste émotionnellement attachée à ce monde, ou émotionnellement attachée à une personne. Et c'est là qu'on peut dire, tiens, cette entité ben, peut s'accrocher généralement soit à un lieu, soit à une personne. Et quand elle s'accroche à une personne, eh bien, voilà, c'est la personne vivante qui porte une entité qui n'a pas pu monter dans le monde des morts et qui reste là et qui est comme un guide sur un arbre en fait. Et du coup, ça crée un effondrement de l'énergie de la personne, puisque du coup, l'entité se nourrit de ça. Et donc, ça peut aller jusqu'à des actes suicidaires, hein, parce que ça une dépression très grave. Mais ça peut aller aussi jusqu'à un moment donné où c'est l'entité qui prend la, ouais, une sorte de possession, c'est l'entité qui prend les rênes de la personne, et du coup les gens se disent mais elle ne ressemble plus à la scène qu'on a connue, elle crée des actions qui sont complètement folles, et du coup petit à petit c'est l'entité qui prend les rênes de la personne. Voilà. Et donc ça, bon, il n'y a pas que les chamans qui font ce travail-là, il y a aussi les passeurs d'âme, tout ça, ils savent faire. C'est-à-dire que cette personne, il faut aller la rencontrer, cette personne morte, hein, il faut aller la rencontrer, et il faut lui dire qu'elle est morte déjà. Il faut voir pourquoi elle n'a pas pu passer, et pourquoi elle n'est pas allée dans le monde des morts. Peut-être qu'il y a une petite négociation à faire, là, surtout émotionnelle, en disant de toute façon là où tu es, tu vas pas pouvoir faire ce que tu avais envie de faire, et pourquoi tu es resté là. Et à un moment donné, on l'a fait passer dans le monde des morts. Et ça, c'est un soin quand une personne est très dépressive. Si c'est vraiment lié à cette personne qui est entité sur elle, quand vous j'aime pas ce mot-là, quand vous raccompagnez l'entité dans le monde des morts, le, le changement est immédiat. C'est ça qui est chouette, quoi. C'est ça que tu veux que je dise? Tu veux rajouter quelque chose? Oui? Ah, le petit... Ah, va falloir vous débarrasser du... En fait, ma question, c'est si on ne peut pas s'auto-proclamer chaman, pourquoi former Dans des ma gens? vision à moi, après... Pourquoi former des gens comme ça? Alors, ah oui, c'est une très bonne question, ça. Alors, la manière dont je forme les gens, c'est d'abord la formation, je l'appelle les techniques chamaniques. Parce que généralement, ce sont des gens qui sont appelés. Donc, on commence à se former. Je commence à appeler les esprits, les esprits de la lignée. Et du coup, il se passe des choses, voilà. Et c'est à un moment donné, c'est comme si la personne venait avec un CV, c'est-à-dire j'ai fait ça, j'ai libéré tant de choses. Et à un moment donné, il y a un esprit qui va être intéressé par le CV de la personne. Et c'est là que du coup, il va être choisi par un, par un esprit. Mais voilà, dans une formation, tout le monde n'est pas choisi par un esprit. Voilà. Donc si moi je décide de faire une formation, moi, il n'y a aucun esprit qui m'a choisi pour l'instant. On ne sait pas. Je suis pas au courant. On ne sait pas. Tout dépend de votre envie, tout dépend de ce que vous avez fait avant, tout dépend de vos origines. Ça peut être important aussi, parce que si vous voulez, il y a certaines personnes dans certains pays qui sont plus en adéquation avec ça, parce que c'est culturel. Ils travaillent depuis des centaines d'années avec les esprits, et du coup, vous êtes pétri de cette culture-là, et ça répond vachement plus vite. Hein. Donc effectivement, il faut être choisi par les esprits, mais on peut flécher les esprits. Là, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que ça vous intéresse? C'est ce qu'on fait chaque fois qu'on ouvre un espace sacré, on appelle les esprits, et du coup,
Ils viennent jeter un œil, ils regardent ce qui se passe, ça les intéresse ou pas. Et puis toi, tu peux très bien changer d'avis en cours de route. Quand tu fais un processus formatique, c'est-à-dire qu'à un niveau, c'est suffisant pour toi. Tu n'as pas Oui. envie d'aller plus loin parce que tu as envie de changer toute ta vie, de faire en sorte que. Oui, parce que quand même, c'est une grosse transformation quand on va jusqu'au bout du processus, hein. Bon, déjà, on voit le monde autrement. Vous avez bien compris que voilà, c'est une autre façon de voir le monde. Et puis si vous voulez, les esprits sont là aussi pour nous aider dans notre transformation. Et pour se transformer, il y a des choses à libérer, soit de notre vie, des choses qui ont été difficiles, des traumatismes, des choses comme ça, de nos ancêtres, de nos vies antérieures, enfin j'en passe et des meilleurs. Et du coup, il y a tout un processus comme ça où on vient libérer petit à petit toutes ces choses qui sont des filtres, autant de filtres qui nous permettent de voir le monde d'une certaine façon. Et dès qu'on libère tout ça, eh bien, on voit le monde beaucoup plus simplement. Et du coup, l'esprit est plus à même de travailler avec vous et beaucoup plus libre. Mais bon, ça demande un certain temps, ça demande. Ouais, c'est un processus, quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça une initiation. Mais ça veut dire que si on entre dans ce processus-là, c'est un engagement quotidien? Alors, à un moment donné, il va y avoir un engagement à prendre, effectivement. Parce que l'engagement, c'est de se mettre au service des autres, puisque on détient quand même. J'aime pas ce pouvoir-là, mais je le dis parce que c'est le mot qu'on utilise en chamanisme, mais on détient un certain pouvoir. Qu'est-ce qu'on en fait? On le garde pour soi, on l'utilise contre les autres ou on l'utilise pour le bien-être des autres? Voilà, et à un moment donné, il y a cette question qui se pose et ça devient, ça devient un peu un sacerdoce, quoi. Moi, quand ça s'est fait très vite puisque je suis rentré en France, puis après on m'a demandé, là maintenant, il faut que tu choisisses si tu es initié ou pas. Bon, j'ai dit oui, parce que ça me faisait un moment que ça traînait et que j'avais pas dit oui, donc et ça était un peu urgent. Donc du coup, ça s'est fait, mais moi, j'étais pas du tout au fait de tout ça, quoi. Et je me suis rendu compte, c'est un peu ce que j'explique dans mon livre, je me suis rendu compte ça au fur et à mesure, quoi, que je rentrais dans un truc, voilà, c'était pas de la rigolade, quoi, et c'était important, et que j'allais devoir, voilà, me mettre au service. Et c'est se mettre au service pour les soins, mais c'est se mettre au service comme cette soirée pour l'enseignement, pour ouvrir les consciences, voilà, c'est tout ça, hein. C'est aussi pour faire des cérémonies, c'est aussi pour faire des rituels, des rites de passage. Tout ça, c'est du domaine du chamanisme. Et c'est une autre façon de travailler qui est différente, hein. Ça répond à la question. Oui, oui. Votre histoire, c'est un peu comme celle de Corinne Sombrin, en fait. C'est la même. C'est la même. C'est la même. Sauf qu'elle, à un moment donné, elle a dit voilà, je me consacre complètement à la science. Et du coup, elle ne fait pas de soins, alors que c'est une très bonne. Elle fait des très bons soins, elle est excellente. Mais bon, voilà, elle a choisi ça. Sa mission, je pense qu'elle a été dictée par ses esprits, j'imagine. Sa mission, c'est de travailler pour la science et de démocratiser ça. Voilà. Oui, c'est exactement la même chose. Ouais. D'autres questions? Non, bon, pas moi en tout cas. Moi, justement, je me demandais, parce que comme vous dites, ça peut chambouler, où on n'est pas prêt, et le jour où on est prêt, le fait d'être au service pour les autres, comment on fait pour ne pas s'oublier soi-même, même d'un point de vue énergétique. Parce qu'au bout d'un moment, quand on donne trop, c'est une noble chose. Enfin, il y a un moment où parfois où on aide les autres, on prend beaucoup de bonheur à aider les autres, mais on s'en oublie, et même énergétiquement, et on se vide et on tombe dans une noirceur peut-être, ou dans comment éviter ça. Alors, le chamanisme, on a la chance, c'est qu'on est aidé par un esprit. Donc, on peut se ressourcer parce que, effectivement, on travaille pour les autres, mais on travaille aussi pour soi. C'est quand on se sent fatigué, qu'on a trop travaillé,
on repart avec son tambour, on repart en conscience modifiée et on va rencontrer son esprit qui peut nous donner des enseignements pour là où on en est en disant bah faut que tu te reposes et machin, mais qui peut aussi nous redonner de la force et de la vitalité. Voilà. Mais effectivement, c'est un gros problème, effectivement. C'est-à-dire qu'il faut pas s'oublier, mais en même temps, il faut pas oublier qu'on a un esprit qui peut nous aider. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Oui. Je vais couper les portables, je vais venir en Bretagne, je vais manger des Queen Amandes. C'est vrai que c'est important, mais par moments, effectivement, on a eu des périodes où on s'est oublié. Ouais, ça nous est arrivé. Ouais. Et puis, on est vite rappelé à l'ordre. En fait, on s'en rappelle pas, on dit ça va pas, moralement, etc. Bon, on a la chance d'être deux, donc on est au la stop point, voilà. Et allez, on se recharge, la nature, et voilà. Mais c'est important de ne pas se couper justement des amis, des plaisirs simples de la vie, parce qu'on est là sur Terre, c'est aussi pour profiter de la vie, des bons côtés, et il faut bien arriver à bien doser. Et c'est vrai qu'au début, bon, on ne savait pas du tout en quoi s'engager, surtout moi. Et quand le chaman a dit qu'il faut que vous reveniez l'année prochaine avec un groupe, ce serait bien, comme ça donnera plus d'énergie à la cérémonie, et puis tout votre entourage prendra de l'énergie. Moi j'ai dit, alors vas-y. Voilà, et c'est vrai que il y avait un côté inconscient parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Et après, effectivement, on s'aperçoit que oui, c'est au service des autres, et c'est l'histoire de bien doser, il ne faut pas s'oublier, parce qu'on est là pour aussi pour assurer cette vie-là, pour s'épanouir aussi, parce que si on tombe malade, on ne pourra plus être dans ce don aussi. Donc c'est important de prendre soin de ça. Puis il y a aussi la possibilité d'avoir un confrère à un moment donné. C'est vachement important, hein, d'aller voir un confrère. Moi, je me suis fait soigner par mes élèves. Hein. J'ai pas de problème par rapport à ça. Hein, je pense que chamanisme, c'est aussi... On parle d'initiation, mais c'est quoi l'initiation? Je pense c'est lâcher son ego, hein, le plus possible. Hein. Il faut ça dans toutes les traditions comme ça. Hein, mais... Vous voulez rajouter quelque chose par rapport à la question qu'a posée monsieur? Si elle est importante. Comment vous faites, vous? Comment vous... En fait, c'est vrai que on va jongler avec ce qu'on nous demande de faire. Est-ce que c'est rapport avec la mission de vie? Est-ce que c'est cohérent? Et c'est vrai que dans le cadre d'une cérémonie, c'est un petit peu différent parce que l'énergie est beaucoup plus puissante. Je dirais qu'on aurait plus tendance à se recharger. Et encore une fois, c'est l'esprit qui nous traverse, qui utilise notre corps. Donc, lui, ce qui va fatiguer, c'est le système nerveux autonome, c'est le système nerveux. Mais en 1, 2, 3 nuits, c'est récupéré. Je voudrais dire ça comme ça. Après, et c'est là où c'est intéressant, c'est que, comme je disais, au fur et à mesure qu'on fait équipe avec ces esprits avec lesquels on travaille, on apprend aussi à demander pour soi et à faire des choses pour soi, à utiliser son tambour pour soi. Et c'est pas forcément une démarche qu'on a tout de suite, puisqu'on a envie d'expérimenter, de donner, de partager. Et voilà, c'est un équilibre à trouver, simplement. Même pendant un soin, on peut parler, c'est intime. Même pendant un soin, des fois, voilà, on va avoir 2 soins, un suivi, des fois. À un moment donné, voilà, moi j'ai mon esprit va dire stop, laisse un peu l'esprit de Sébastien parce que voilà, je sentais que j'avais besoin peut-être d'une pause. Voilà. Et en fait, il gère, en fait, clairement, moi je m'en Oui, c'est vrai que c'est un peu... C'est bien ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est un peu l'inconvénient du débutant, c'est-à-dire qu'il a tellement envie de faire bien que il va y mettre de sa propre énergie, et c'est là que c'est dangereux. Et effectivement, il faut s'en remettre complètement à l'esprit. C'est la solution. On
en fait, moins tu t'en remets, plus tu te fatigues. Plus tu essaies de contrôler ton temps, et plus tu te fatigues. Plus tu essaies de savoir, et plus tu te fatigues. Donc ça faut vraiment lâcher. Alors, puisqu'on a commencé, on va attaquer le domaine des soins, parce que bon, vous avez compris qu'il y a plusieurs spécialités dans le chamanisme. Il y a ceux qui vont essayer de lire l'avenir, il y a ceux qui vont enseigner, il y a ceux qui, ouais, il y a ceux qui vont chercher les hein? Non, voilà, bon, peu importe. Moi, je suis très mauvais, ne me demandez pas des choses sur l'avenir, je suis très mauvais. Enfin, des fois, ça vient, mais c'est, voilà, je ne suis pas la meilleure personne. Mon travail, c'est surtout les soins. Voilà. Donc, on va essayer d'aller un peu plus loin là-dedans. Donc, tout à l'heure, on parlait de médecine intégrative. Hein, donc, c'est normal que vous ne connaissiez pas parce que, ben, il y a quand même une médecine qui est complètement omniprésente dans notre société occidentale, c'est la médecine allopathique, ce sont les médecins. Mon rôle, c'est pas d'ici de dire des mauvaises choses sur les médecins, au contraire, mais c'est de dire qu'il y a peut-être d'autres choses qui peuvent aller avec et non pas contre. Voilà. Donc déjà, la médecine intégrative, c'est plusieurs médecines qui vont aller avec et qui vont travailler ensemble, qui peut être sous la responsabilité d'un médecin, ça c'est pas un problème, au contraire, c'est même bien. Mais voilà, c'est que, et ça c'est conceptualisé par l'OMS, hein, je suis pas en train de raconter des salades, c'est vraiment l'Organisation mondiale de la santé qui préconise ça, c'est qu'à un moment donné, on est plusieurs médecines, non pas pour une maladie, hein, mais pour un patient ou une patiente. C'est-à-dire qu'on va écouter le patient et non pas résoudre un problème de mécanique ou de maladie. Et chacun va pouvoir avoir une vision de la problématique du patient. Et à ce moment-là, tout ça travaillé en concertation permet une guérison plus puissante. Ça va, c'est l'explication de la médecine intégrative. Ouais. Ouais, alors c'est un peu différent. La médecine personnelle, c'est un concept amérindien. C'est-à-dire que tous autant que vous êtes ici, votre âme, bon, vous mettez ce que vous voulez sous le nom de âme, ça ne me dérange absolument pas, mais votre âme a un dessein dans cette vie-là. C'est-à-dire que il y a quelque chose que vous devez faire parce que vous êtes un ou une spécialiste de cette chose-là. Mais ça peut être des choses simples, hein, comme des choses très compliquées. Et à un moment donné, on a tous une médecine personnelle. Et donc, on a tous quelque chose qui nous est particulier. Et l'objectif, c'est de le mettre au service, pareil, de l'humanité. C'est pour ça que le chamanisme est très moderne. C'est qu'à un moment donné, on n'est plus dans la confrontation, dans le, comment on appelle ça, quand on se bagarre, enfin voilà, la compétition, voilà, c'est le mot que je cherchais. On est au contraire, ensemble, on va grandir. Voilà. Ça, c'est une grande. Et quand je dis ensemble, c'est pas que les humains. Hein. Chez les Amérindiens, on parle de tribus. Hein. Et donc chacun dans la tribu a sa médecine. D'ailleurs, leur nom, des fois ils changent de nom parce que justement ils changent de médecine et ça permet de définir la médecine de la personne en lui changeant son nom. Et du coup, chacun va aller dans sa médecine et va la mettre au service de la tribu.
Et quand un Amérindien vous parle de tribu, il ne vous parle pas que des humains, il vous parle des animaux, il vous parle des végétaux, il parle des rochers, il parle de tout ça. Et donc, toute cette tribu-là, et un arbre a une médecine personnelle, un rocher a une médecine personnelle, un animal a une médecine personnelle, et quand tout ça est mis ensemble pour le service de l'humanité, bah, voilà, le monde change à toute vitesse, dans le bon sens. Voilà, c'est ça que tu voulais entendre. C'est pour compléter la question d'Antoine, en pratique qu'on peut avoir, est-ce que c'est quel aspect du soin, est-ce qu'on a aussi notre part à jouer? Et donc, d'un point de vue chamanique, nous avons tous, hein, et ça, c'est pas réservé aux chamans, hein, tous, vous avez à aller chercher dans votre intuition ce pourquoi vous êtes fait. Et une fois que vous avez trouvé ça, le faire, et une fois que vous le faites, c'est... Même si vous devez avoir des enseignements, et souvent les enseignements viennent par les épreuves, hein, même si vous devez avoir des enseignements et des épreuves pour parfaire votre médecine personnelle, ou pour qu'elle se transforme, ou pour qu'elle grandisse, parce que, encore une fois, vous êtes au service de l'humanité, pas de l'humanité, du divin. Et des fois, parfois, au fur et à mesure que vous grandissez, le divin vous demande encore plus, puisque du coup, vous avez plus de possibilités. Et du coup, notre médecine personnelle est toujours en train de changer. Et c'est ce qu'appellent aussi les Amérindiens le chemin rouge, je pense que vous avez entendu parler. C'est ce que veut notre âme. C'est cette médecine personnelle, aller vers cette médecine personnelle. Et du coup, il ne faut pas confondre avec notre mental qui lui dit non, ça, c'est pas ça, il faut aller là. Si tu vas prendre ce boulot, tu gagneras beaucoup plus, tu pourras gagner des choses, acheter des choses. Donc ça, c'est le mental qui parle, mais c'est pas ça qu'il faut suivre, c'est notre âme, notre chemin rouge. Parce que même si vous avez des épreuves, même si c'est difficile, de toute façon, il y aura toujours une satisfaction, il y aura toujours du bonheur derrière, si vous êtes dans votre médecine personnelle. Bon. Donc la médecine intégrative, c'est ça, c'est pouvoir mettre au service d'une personne, et non pas d'une maladie, plusieurs médecines. Alors qui se complètent, il peut y avoir des soins de support, juste des soins de support, mais un soin de support, si la personne est contente de vivre ce soin de support, ben forcément, elle sera plus à même de guérir de sa maladie, tout simplement. Hein. La médecine allopathique est excellente, hein. On fait des trucs super, non c'est bon. Elle fait des trucs super, mais chaque fois, elle va essayer de voir, voilà, quelle est la chose la pire qui va pouvoir arriver avec cette maladie-là pour cette personne. Du coup, c'est un peu compliqué de voir les choses positivement. Hein. Et donc, certaines médecines et certains soins de support peuvent permettre d'avoir cette vision-là plus positive. Voilà. Bon. Et donc, le chamanisme, lui, il peut amener certains soins. Alors, bon, je les détaille très, très précisément dans mon bouquin. Donc, le premier soin qui existe sur toute la planète, alors partout où je suis allé, ça existe, c'est les extractions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand une maladie est en nous, elle est vivante. Nous la nourrissons quelque part, d'une façon certainement inconsciente. Et du coup, elle devient très vivante. Et en chamanisme, tout ce qui est vivant, forcément, a un esprit dans le monde non visible. Et donc, le chaman, tout simplement, il va extraire quelque chose, l'esprit de la maladie. Voilà, tout simplement. Alors là où c'est un peu plus compliqué, et là où ça demande un peu plus de travail, c'est que si l'esprit de la maladie, ça fait longtemps qu'il est là, il s'est fait sa place à l'intérieur du corps, ça a pu même modifier certaines façons de fonctionner dans le corps, et lorsque vous enlevez ça peut
D'ailleurs, ça peut faire des abréactions, c'est-à-dire le corps qui bouge dans tous les sens parce que on enlève quelque chose qui a longtemps qui est là et qui s'était structuré avec le reste du corps. Voilà, hein, c'est comme et donc quand on l'enlève, ça bouge beaucoup, mais surtout, c'est qu'il faut rechanger la manière dont on voit le monde pour pas que ça revienne. C'est ça l'important. Et souvent, bon, voilà, on travaille en chamanisme, on fait des extractions, puis hop, on laisse repartir le client. Alors que il est important de vérifier si le client change sa manière de voir le monde et transforme ce qui a été mis en place par la manip par autre chose de positif. Voilà. Ça, c'est important. D'autres choses à dire sur l'extraction? Prendre un exemple. En disant, par exemple, on a la culpabilité. Une culpabilité. Voilà, mais cette culpabilité va créer dans notre corps en fait une certaine forme prendre une certaine forme à l'intérieur de nous. Alors on va enlever cette culpabilité, ça peut être une forme de caillou, ça peut être une forme de piquant, de serpent, voilà, suivant le chaman. Mais après, c'est-à-dire qu'on a extrait cette partie négative, mais il va falloir, on va se tester aussi. C'est-à-dire que si on continue à culpabiliser, et ben, cette maladie, en fait, cette masse qui s'était mise à nous va pouvoir en revenir. Donc on va être testé pour justement, non, c'est terminé. Voilà, on a su, il y a aussi tout un travail psychologique à engendrer. Voilà. Voilà, le chaman va faire son rituel, il va extraire, et puis après, ben, il va falloir justement remplir de choses positives. Parce que le corps n'aime pas le vide. Ouais, donc il y a un autre type de soins qui est très très moderne, parce que je parlais de la modernité du chamanisme. Là, pour le coup, c'est très moderne dans le sens où ça vient répondre à des difficultés qu'on a dans notre société occidentale. Alors je détaille ça vraiment très en détail dans mon livre, parce que voilà, c'est des choses que j'ai beaucoup perçues. On est dans une société où on est en compétition, hein, vous l'avez compris, et non pas dans la, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le fait hein, dans l'entraide, merci. Donc on est dans la compétition, et puis il y a plusieurs manières d'être dans la compétition. Il y a le harcèlement, il y a l'emprise, il y a toutes ces choses modernes que je suppose vous avez pu vous rendre compte que ça prend de plus en plus de place dans notre société. Je pense que c'est notre société, cette société de compétition qui crée les choses, qui crée ça, et de plus en plus d'emprise, que ce soit au niveau couple, que ce soit au niveau entreprise, que ce soit à tout niveau d'ailleurs. Chaque fois qu'il y a une situation hiérarchique, voilà, où une personne est plus hiérarchiquement plus haute que l'autre, il y a un risque de harcèlement, il y a un risque d'emprise, il y a un risque, voilà. Et chaque fois que vous partez, oui, il est sur Amazon. Oui. Ouais, c'est tout à fait assez moderne. Bonne soirée. D'accord. Non, c'est juste pour savoir si elle n'était pas déçue, quoi. Oui, donc c'est chaque fois qu'une personne est sous emprise de quelqu'un, on va prendre cet exemple-là, elle perd une partie d'elle-même.
Et c'est ce que les chamans appellent une perte d'âme. Alors c'est un mauvais mot qui veut rien dire, parce que ça correspond pas à la réalité, mais elle perd une partie d'elle-même, souvent volée par la personne qui la met sous emprise. Et donc si cette histoire dure un certain temps, la personne va quelque part se dessécher, ne plus avoir de puissance d'elle-même, d'autopuissance. Et finalement, et souvent on se dit, tiens, cette personne est sous emprise, mais pourquoi elle part pas? Parce qu'à un moment donné, elle n'a plus la force de partir. Ou alors il faut qu'il y ait quelqu'un qui est derrière, qui pousse pour que ça puisse partir. Mais du coup, à chaque fois, elle perd un peu d'elle-même, et ces parties s'en vont. Alors c'est une manière, cette façon de perdre son âme, on le dit dans le langage courant, hein, j'ai perdu mon âme dans cette histoire. Et ben c'est exactement ça, c'est qu'on perd une partie de soi-même de très essentielle et qui petit à petit va se déliter. Alors ça peut être au fil du temps, mais ça peut être dans un événement très, très violent. C'est-à-dire, je prends toujours le même exemple parce qu'il est évident, c'est une personne qui se fait violer. Les psychologues parlent beaucoup de dissociation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne se dissocie, c'est-à-dire que le corps d'un côté, l'esprit ou ce qui reste de son mental de l'autre, ce qui fait que du coup, cette façon de dissociation, c'est une protection. C'est-à-dire que pendant que le mental est dissocié du corps, le corps ne sent plus la douleur, n'est plus vraiment pleinement dans l'acte du viol. Ce qui fait que ça protège surtout de la tête, et parce que des personnes pourraient mourir d'un tel acte. Et du coup, donc du coup c'est une protection, mais en même temps on y perd quelque chose. Hein. Par rapport au viol, des personnes qui se rappellent plus d'avoir été violées, hein, c'est parce qu'il y a une grosse partie qui est partie, hein, d'eux-mêmes. Et du coup c'est lors d'un travail sur soi ou lors d'un événement que les choses vont revenir. Hein. Et c'est pas systématique. Hein. Il faut faire un certain travail sur soi ou aller voir un chaman, mais voilà, mais pour que la personne récupère cette partie qui a été quelque part volée par le violeur. Vous comprenez là ou pas? Oui. Ouais. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça s'appelle le recouvrement d'âme, c'est-à-dire que le chaman part en conscience modifiée, va visiter les mondes et il cherche la partie d'âme de la personne et lui ramène. Ce qui est embêtant dans ces pertes d'âme, c'est que chaque fois, c'est comme si on avait un trou dans notre aura ou dans notre corps, de quoi on est fait. Et chaque fois qu'il y a quelque chose, un trou dans ce qu'on est, ben, il y a des choses qui peuvent rentrer et c'est pas forcément toujours des choses positives. Donc, on se retrouve avec une personne qui est traumatisée et comment dire, abîmée dans son corps. Donc, du coup, il y a souvent plusieurs soins à faire. Et puis, ce recouvrement d'âme qui, à un moment donné, va faire reprendre à la personne tout son potentiel. Et ça, dans notre société actuelle, c'est vraiment, surtout dans les cas d'emprise, c'est vraiment important. Donc c'est pour ça que le chamanisme est très moderne.
j'étais suffisamment clair sur le cours mandat. La joie de vivre, par exemple. Souvent, les gens, effectivement, retrouvent des sensations qu'ils avaient avant. C'est-à-dire, ouais, par exemple, la joie de vivre. Il y a des gens qui ont perdu la joie de vivre à ce moment-là, et puis qui la retrouvent. Du coup, c'est très... Alors, c'est super, vous allez me dire, c'est génial, mais ça peut être très déstabilisant de retrouver des choses qu'on avait complètement zappées et qui n'existaient plus. Et c'est aussi déstabilisant pour les personnes qui vivent avec la personne, l'entourage. Parce qu'on a tendance toujours à remettre la personne dans la manière dont on la connaît depuis longtemps, parce qu'on a aussi des avantages à la voir comme ça, quand elle change et qu'elle trouve tout son potentiel et donc tout son pouvoir personnel. Bon, ça peut changer des choses dans l'entourage, hein. Je pense que vous connaissez ça. Donc, dans les soins, on a vu l'entité, on a vu les extractions, on a vu le recours au mandame. Bon, il y a d'autres choses. Le travail sur les ancêtres. Donc, les ancêtres peuvent avoir deux... C'est important quand même que je parle de ça. Donc, le monde de la mort et le monde des vivants, vous avez compris, c'est pas séparé par une frontière. Voilà, c'est poreux, ça s'imbrique l'un de l'autre, et les ancêtres sont très, très présents dans notre vie. Donc déjà, toutes les sociétés primordiales avaient soin de vérifier si les personnes récemment décédées étaient bien parties dans le monde de la mort. Ça faisait pardon, excusez-moi, si je bois de l'eau pétillante. Ça faisait partie du travail du chaman, de vérifier ça, et puis de faire en sorte que des interactions, surtout, comment on va dire, émotionnelles entre le décédé et puis les gens qui font le deuil soient correctes, quoi, que le deuil se fasse correctement pour pas qu'il y ait une accroche qui ne puisse pas, je commence à bafouiller, qui retiennent le décédé dans le monde vivant. Voilà. Mais il y a d'autres choses. Vos ancêtres, ils sont tout le temps avec vous. Soit pour vous enseigner quelque chose, parce qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui ont eu des ancêtres, je sais pas, guérisseurs ou tout ça, et qui à un moment donné veulent transmettre leurs dons. Ça, c'est quelque chose qui se peut se faire en chamanisme, hein. On va rencontrer l'ancêtre et puis on va transmettre le don, hein. Ça, c'est quelque chose de possible. Ils peuvent avoir envie de continuer une action que eux ont fait. Donc après, c'est à vous de décider si oui ou non. J'ai des exemples dans mon livre, hein, donc je ne vais pas les répéter. Voilà, des ancêtres qui ont une médecine personnelle tellement qu'ils ont eu à cœur, ont envie de la transmettre. Voilà. Donc ça, c'est plutôt les choses positives. Par contre, il y a aussi des choses négatives, c'est-à-dire que il faut considérer l'arbre généalogique de vos ancêtres comme une seule et même chose, en fait, un seul et même être, et que chaque fois qu'il y a quelque chose qui a dysfonctionné à un endroit, eh bien, ça a une conséquence pour ceux qui sont vivants, puisqu'on fait partie du même arbre et de la même ligne de vie, quelque part. Donc, il y a certains d'entre vous qui, peut-être, ont décidé, au moment où ils sont nés, de dire, moi, il y a quelque chose qui a dysfonctionné à ce niveau-là de l'arbre généalogique, eh ben, je me colle à la réparation. Donc, il y a peut-être certains d'entre vous qui sont en train de réparer des choses qui ont été dysfonctionnantes dans l'arbre généalogique. Voilà. Et puis, il y a aussi des ancêtres qui veulent des choses négatives. On a parlé de la magie noire tout de suite, début de conférence. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi?
Et puis il y a aussi des ancêtres qui ont vécu des choses difficiles. Hein, moi, je cite aussi des exemples, je ne vais pas les reciter là, mais des gens qui, par exemple, hein, le cas classique, qui ont eu comment on appelle ça, qui ont perdu tout leur argent, comment on appelle ça, qui ont fait des faillites. Donc qui donne une indication dans la suite de la lignée de dire, bah, finalement, l'argent, ça sert à rien, ça amène que du malheur. Et du coup, il y a des gens, peut-être certains d'entre vous, ont du mal à générer de l'argent, tout simplement parce qu'il y a un ancêtre qui a dit l'argent égale malheur. Donc il y a des choses comme ça qui se transmettent. Voilà. Et donc, voilà, après, il faut aller négocier avec l'ancêtre en disant, bon, bah, voilà, ça t'est arrivé, mais ça va pas recommencer, voilà, tout ça. Okay, on peut avoir d'autres exemples, mais bon, je vois que pas trop que je commence à faire beaucoup là. Ça va? Il y a des questions à ce niveau-là? Ou dans les relations de couple aussi. Des personnes qui ont été épimères ou autres, du coup, ben, après, la descendance va avoir très peur et n'arrive pas à trouver de conjoint, chez les hommes comme chez les femmes. Voilà. C'est comme ça, et en voyant les hommes sont méchants, les hommes faut pas se fier à eux, par exemple, et ben, la personne a toujours des échecs sentimentaux. Elle retourne toujours dans le même profil de conjoint, aussi bien homme que femme, hein, que je suis pas en train de dire les hommes. Bon, des exemples, il y en a des milliers, hein. Mais bon, c'est du travail de transgénérationnel, sauf que nous, les chamans, nous allons directement négocier avec l'ancêtre. Ok, donc, j'ai dit que le chaman avait beaucoup de choses à faire, comment dire, de missions. J'en ai cité quelques-unes, mais j'en ai oublié beaucoup, hein. Donc je reprends ma feuille là. Donc il doit constamment veiller à l'équilibre du monde. Ça, vous voyez, si vous connaissez les Kogis, est-ce que vous connaissez les Kogis? C'est des chamans de Colombie, vous connaissez? Alors eux, ils sont spécialistes là-dedans, et puis moi je les ai rencontrés en conférence avec, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui les a... Ouais, bon, c'est pas un Julien, non? Enfin bon, peu importe, ça n'a pas d'importance. Ils nous appellent les petits frères, et puis c'est bien, ils sont pleins de gentillesse, mais en même temps ils nous disent vous déconnez complet, quoi, avec la plus grande gentillesse qu'ils puissent avoir. Et ils disent nous on essaye d'équilibrer le monde et vous faites n'importe quoi, mais à un moment donné on va plus y arriver. Ça, c'est leur message, hein. Donc il faut que vous changiez, hein. Voilà, c'est vrai que les chamans doivent veiller à l'équilibre du monde, mais jusqu'à un moment donné, si de l'autre côté c'est trop compliqué, ça ne va pas pouvoir le faire, quoi, hein. Il est le gardien des lois de l'univers et tient la responsabilité de les enseigner. Donc il y a tout un chapitre sur l'enseignement, hein. Il transmet les mythes, parce que dans les mythes, il y a des choses qui sont transmises. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin. Il veille à l'harmonie de sa communauté, accompagne les rites de passage, hein. Le chamanisme travaille beaucoup avec des rites de passage, c'est-à-dire que bon, on a des cycles, hein, et souvent on a du mal à passer d'un cycle à l'autre, parce que voilà, il y a la chose nouvelle qui est c'est l'aventure et on ne sait pas ce qu'on va recevoir, et puis il y a l'ancien, voilà, c'est confortable l'ancien, et voilà. Et donc les gens parfois n'arrivent pas à tourner cette roue des cycles
qui est aussi la roue de médecine. Hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans la roue de médecine parce que là, on en a pour 2 heures de plus. Mais donc la roue de médecine, c'est quelque part, c'est le cycle d'une vie, on va dire. Hein. Nous, bon, voilà, notre cycle, ça dure 80, 85 ans, par exemple. Une montagne, ça dure des milliers d'années. Un insecte, un papillon, ça dure un jour. Mais tout le monde vit le même cycle. C'est-à-dire qu'il y a la naissance, l'apprentissage, le moment où on est en pleine puissance, et puis après, ça décline. Mais c'est pas parce que ça décline que c'est négatif. C'est là l'enseignement de la roue de médecine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, on va aller plus sur sa médecine personnelle. À l'âge de 40 ans à peu près, pour les hommes et les femmes. On commence à se dire, mais tout ce que j'ai acheté, ouais, c'est bien, ça m'a permis d'être en puissance, mais c'est pas ça l'essentiel. Il faut que j'aille sur mon chemin rouge et sur ma médecine personnelle. Ça se passe c'est la crise de la quarantaine, hein. 40, 50. Et du coup, mais c'est bien, ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter ce que vous avez fait avant, hein. C'est que, au contraire, vous allez vers ce qui est bien pour vous, et tout ce que vous avez fait avant va vous servir. Bon, après, il y a la vieillesse, hein, comme nous, là, mais la vieillesse, c'est là qu'on devient des enseignants, parce que du coup, on a toute l'expérience. Et puis après, on recommence un autre cycle. Mais on ne recommence pas n'importe quel cycle, on prend en considération tout ce qu'on a appris pour le remettre en service, pour aller plus loin, toujours plus loin. Bon voilà, en gros, hein, c'est l'explication de la roue de médecine la plus rapide que j'ai pu faire. Ah oui, oui. Alors, on ne peut pas parler du feu sans parler des 4 éléments. Ça nous emmène loin. Mais si vous voulez, les 4 éléments sont des esprits aussi pour les chamans. Et les chamans travaillent avec les 4 éléments. Le feu, dans les 4 éléments, le feu, c'est celui qui est le plus volatile. On ne peut pas le prendre dans les mains, enfin, sauf certains chamans. Et du coup, c'est... de l'autre côté, il y a la terre, donc qui est quelque chose de bien matériel. Le feu n'est pas du tout matériel, c'est que de l'énergie. Donc le feu, c'est l'énergie avec laquelle vous êtes arrivé sur cette terre. Donc c'est le feu primordial. Donc quelque part, quand on arrive à reconnecter l'esprit du feu, on peut faire une reset, une certaine reset de notre vie. Ça, c'est super important. Et puis le feu, c'est l'élément qu'on trouve à l'est. C'est tous les commencements. Donc, c'est commencer un nouveau cycle. D'où le rite de passage. Le rite de passage, c'est quelque chose c'est un outil qu'ont les chamans pour propulser les gens dans lâcher l'ancien et aller vers le renouveau. Parce que sinon, si on fait pas ça, on reste dans l'ancien et du coup on devient dépressif, on devient voilà, c'est pas ok pour nous. Donc le feu, lui, il est là pour nous bousculer. Donc ceux qui viennent à la cérémonie demain, il faut accepter d'être bousculé. Mais bon, après, voilà, si vous dites non, vous direz non. Hein. Mais vous aurez une fenêtre, un potentiel de changement extrêmement puissant à l'issue de la cérémonie. Parce que le feu sera là pour vous aider à vous propulser et à vous emmener vers le renouveau et vers quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas. C'est ça qui est intéressant, que vous ne connaissez pas. Donc, c'est ça que tu voulais que je dise, par exemple. Donc, vous pouvez aussi prendre cette cérémonie, puisque la plupart de vous ne connaissez pas une cérémonie, donc c'est quelque chose de nouveau, de surprenant,
Et du coup, tout ce qui est nouveau, surprenant et puissant, ça peut faire l'objet d'un rite de passage. Donc prenez, si vous pouvez prendre cette cérémonie comme un rite de passage où vous allez passer à autre chose, grâce au feu. Je veux quand même terminer sur quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Les chamans mongols, ce qui a été le cas pour moi, pour mon initiation, plutôt que de faire l'initiation dans le bois sacré du chaman qui m'a initié, on a traversé la Mongolie en 3 jours, là, sur les pistes cabossées. Tout ça pour faire une cérémonie de 3 heures et puis retourner 3 jours, voilà, dans les 4x4. Mais tout ça, c'était pour aller honorer un endroit de la terre de Mongolie, un endroit où un chaman était mort, et dans la vision chamanique, quand quelqu'un meurt, surtout un chaman, il y a une partie de lui qui reste, une partie qui va dans le monde des morts, ok, mais il y a une partie de lui qui reste et qui, quelque part, imprègne tout toute la nature alentour. Voilà. Et donc c'est c'est le travail du chaman que d'aller honorer ces lieux pour qu'ils restent actifs, en fait. Et du coup, on a fait 2 pierres 2 coups. C'est ça, une pierre 2 coups, c'est ça qu'on dit, une expression. Et du coup, initiation, plus voilà, recharger et honorer, parce qu'il s'agissait d'un chaman, justement, qui de la hein? Oui, je sais pas de la lignée, j'en sais rien, mais en tout cas qui est du temps de Gengis Khan, donc c'est très très, très vieux. Hein. Et du coup, chaque année, ils viennent honorer ça pour faire vivre, et puis pour pouvoir profiter, et toute la vie aux alentours profite de ça. Hein. Alors, juste pour l'anecdote, c'est lorsque j'ai reçu cette initiation, j'étais au courant de rien, voilà. Et puis, donc il y avait plein d'aigles qui tournaient autour du lieu de la cérémonie. Et à un moment donné, j'ai reçu l'aigle. Du coup, j'ai eu les épaules qui sont chargées des ailes de l'aigle. Je me suis mis comme ça, et voilà. Bon, tout ça pour dire que effectivement, ce chaman qui était décédé depuis des centaines et des centaines d'années, dans la légende, avait l'habitude de se montrer sous forme d'un aigle. Voilà, tout ça pour dire, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on ne sait pas. Bon, pour moi, c'est vrai. Donc tout ça pour dire que ça fait quelques cinquantaine d'années qu'on parle d'écologie, et c'est super important. C'est quoi l'écologie? Qui c'est qui me donne une définition de l'écologie? En une phrase, hein. C'est faire en sorte que plusieurs systèmes puissent vivre harmonieusement ensemble. Ça vous va comme définition? De la même manière qu'on l'écologie est là pour que notre monde soit harmonieux, moi je pense qu'il va falloir qu'on aille plus loin, c'est-à-dire qu'on aille dans l'éco-spiritualité, c'est-à-dire que si on prend du principe que le monde visible et non visible font partie intégralement de notre vie, eh bien, il va bien falloir prendre en compte ce monde non visible pour que le système avec le monde visible puisse être cohérent et puisse être vivant et puisse être, comment on va dire,
harmonieux, merci. Et, et pour ça, parce que voilà, il y a des endroits qui sont de plus en plus difficiles à vivre, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'esprit. Les esprits, ils foutent le camp, quoi. Hein. À un moment donné, quand il y a un endroit qui est plus sympa ailleurs, ils vont ailleurs. Hein. Donc, du coup, il n'y a plus d'esprit, donc on peut plus se recharger. Donc, on va encore plus dans le mur parce qu'on fait n'importe quoi. On n'a plus la conscience de ce qu'on fait. Donc, c'est tout un cercle vicieux. Et ce qui me paraît important pour moi, c'est de faire le cercle vertueux qui va avec, c'est-à-dire que, eh bien, faire en sorte que nos lieux puissent accueillir des esprits qui vont nous permettre de nous recharger et qui vont nous permettre d'aller dans la bonne direction. Voilà. Ça, c'est vraiment, c'est peut-être très rapide ce que je vous dis là, mais c'est le plus important, à mon sens. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'avais écrit une phrase. Comme il est légitime que la nature s'épanouisse dans un écosystème fiable et protecteur, il est essentiel que les esprits puissent vivre dans des lieux apaisés et dans des écosystèmes bienveillants, leur permettant de soutenir la création. Parce que s'il n'y a plus d'esprit, on part à la catastrophe. Hein. Donc si nous ne sanctuarisons pas, c'est vraiment cette notion de sanctuariser, si nous ne sanctuarisons pas la demeure des esprits, ils partiront, nous resterons seuls sans pouvoir nous recharger, et sans pouvoir nous recharger, nous n'aurons pas l'énergie suffisante pour prendre les décisions nécessaires à la protection des esprits. Nous serons alors encore plus démunis. C'est de moi ça, hein. Ah, quand même. Merci. L'homme est le gardien de l'harmonie du vivant. Ça, c'est vraiment, il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça. Et le chaman, celui qui enseigne à ses pairs les lois qui permettent cette mission. Voilà. Je crois que j'ai fini ma conférence. Je suis ouvert à toutes les questions. Je vous remercie de votre attention. Ça a été un peu difficile par moment, mais voilà. J'espère que si vous avez des questions, je peux répondre. Peut-être, si vous avez des questions aussi sur la cérémonie. Oui. Par rapport justement au dernier point sur les esprits et les ancêtres, etc. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, nous, à un niveau personnel, pour redonner de la place où qu'on soit Oui. Par rapport aux ancêtres, tu parles? Oui, de créer des lieux apaisés où ils peuvent être. Oui, tout à fait. Alors, il y a déjà des lieux de pouvoir, vous en avez plein. Hein. Vous, oui, en Bretagne, vous êtes quand même bien lotis. Et du coup, c'est aussi aller les visiter. Mais pas n'importe comment, hein. C'est vraiment, ne serait-ce que méditer à l'intérieur. Voilà, les esprits sont très contents quand vous méditez dans un lieu de pouvoir. Hein. Ils adorent ça, quoi. Hein. Voilà, ça c'est déjà à faire, et puis après on peut faire des cérémonies, voilà. Chaque fois qu'on ouvre un espace sacré, les esprits sont heureux et ils viennent. Non seulement les esprits viennent, les ancêtres viennent, et du coup voilà, à chaque fois on crée quelque chose de positif en tout cas. Voilà. Je dirais aussi éprouver de la gratitude. En fait, quand on est dans la forêt près d'un arbre, regarder l'arbre et puis être tellement ressentir dans son cœur de le remercier pour ce qu'il est, pour ce qu'il nous apporte. Pour sa mission, pour sa médecine. Les oiseaux, on se promène quand on était à Brocéliande, nous ont ramené à Brocéliande, et tous ces oiseaux, on entendait l'eau qui s'écoulait. Voilà, remercier tout ce monde invisible, rien que ça. Voilà, c'est de dire merci, gratitude, merci pour toute cette énergie qui nous donne, qui nous apporte ce calme, cette paix. Voilà, ça déjà, c'est. Voilà. Oui, parce que dès que vous faites ça, il se manifeste. Ouais. Donc voilà. Ça répond à tes questions. Oui.
D'autres questions? Là-bas. Cultiver la joie. Finalement, un chaman peut intervenir sur tous les aspects de la vie, que ce soit professionnel, personnel, la santé. Plus fort. Sur tous les aspects de la vie, que ce soit sur sa personne, sur un lieu, Ouais. dans sa profession. Enfin, vous pouvez intervenir sur tout finalement. Oui, c'est pour ça que c'est hyper moderne. Oui, oui. Après, voilà. Après, il y a. Ouais, mais oui, oui. D'autres questions? S'il y a des questions qui viennent pas, qui viennent après, ben, faudra les poser à Sébastien ou Anaïs. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez alors des esprits quand on fréquente des lieux de spiritisme en France? Ouais, j'ai jamais fait de spiritisme, donc je suis peut-être pas le meilleur personne pour répondre, mais Communiquer avec des entités, avec des ancêtres de... ce qui se passe généralement, c'est que c'est fait hors contrôle, ces choses-là, et que du coup, Comment? J'ai pas entendu. que c'est fait hors contrôle. C'est-à-dire qu'il y a personne qui détient une connaissance. Et du coup, c'est là que ça amène des choses négatives, des mauvais esprits, voilà. Moi, c'est ce que j'en pense. Après, il y en a qui font peut-être les choses très correctement. Voilà, En fait, on parle de chamanisme, de toutes ces choses-là, mais tout dépend de l'intention qui est mise, tout dépend de comment c'est encadré. Hein, on pourrait parler par exemple de l'ayahuasca, qui est une excellente plante maîtresse. C'est magnifique ce qui peut se passer, mais à condition d'être bien accompagné. Sinon, on peut créer exactement l'inverse, une catastrophe. Donc voilà, moi j'ai cette réponse-là. Tout est ok à condition que ce soit bien accompagné, quoi. Ça répond à la question? Oui. Savoir qui on appelle. De toute façon, ce qui est important quand on travaille dans le monde non visible, c'est l'intention avec laquelle on y va. Mais il y a des intentions conscientes et des intentions inconscientes, et c'est là que c'est compliqué. Donc, si vous voulez aller dans le chamanisme, il faut vraiment être bien accompagné. Hein.